Avec plus de 11 ans d'expérience, Edith Broubleu est une entrepreneure passionnée de numérique. Elle est consultante en communication digitale pour diverses entreprises et institutions. Recevons pour ce numéro d'African Woman 2.0 celle qui a été classée parmi les 100 femmes africaines les plus influentes d'Afrique par le magazine Forbes Africa. Avec plus de 11 ans d'expérience, Edith Broubleu est une entrepreneure passionnée de numérique et consultante en communication digitale pour diverses entreprises et institutions. Elle est également créatrice de contenu web qui traite quotidiennement de sujets variés sur ses réseaux sociaux, notamment sur l'éducation, la technologie, l'emploi des jeunes, le leadership féminin et l'entrepreneuriat, entre autres. Aujourd'hui, cette mère de 2 charmants garçons est chroniqueuse sur la chaîne de télé ivoirienne Live TV et animatrice de l'émission Woman Up sur Live Radio. En 2019, elle a été classée parmi les 100 femmes les plus influentes d'Afrique par Forbes Afrique. Plus récemment, Advance Media l'a classée parmi les 100 femmes africaines les plus influentes de 2021. Bonjour Edith. Bonjour Tata. Un plaisir de te recevoir sur le plateau d'African Woman 2.0. Merci pour l'accueil. Merci. Bienvenue. Merci. Edith, on passe directement au vif du sujet. Tu es une experte du digital, une ancienne blogueuse qui a fait des études d'économie. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers justement le digital? Il y a bien longtemps d'ailleurs. Oui, je peux même me qualifier de dinosaure ou d'ancêtre. J'aime bien le joke. Non, c'est une blague, mais tu sais, j'aime bien blaguer sur moi aussi. C'est vrai que je suis un peu, d'une certaine manière, une ancêtre en fait. Parce que voilà, j'ai démarré quand même il y a près de 10 ans. Tout à fait. À une époque où le digital, c'était mal compris. Et surtout, les réseaux sociaux débutaient. Oui, absolument. On avait Facebook qui démarrait, on avait Twitter qui démarrait. Et moi, à un moment donné, entre les cours à la fac en sciences économie, qui ne me passionnaient absolument pas parce que c'était le choix de mes parents, et moi, je voulais me lancer dans la publicité, être publicitaire, faire de la communication. Mais bon, les parents n'avaient pas les moyens de m'offrir cette formation. Et à un moment donné, j'ai switché donc, vers on va dire, la production audiovisuelle qui m'a mené de fil en aiguille vers le digital parce que Edith Broubleu est aussi une geek dans l'âme depuis que je suis une adolescente. Quand je dis geek, en fait, c'est quelqu'un qui aime manipuler tout ce qui est objet techno. Je jouais à Game Boy, je manipulais les ordinateurs, je passais mon temps à installer à l'époque, on appelait ça les floppy disks. Donc c'est l'ancêtre en fait des CD, même si maintenant on utilise plus les clés USB. Donc j'utilisais plein de floppy disks de jeux. Je connais très bien. Tu vois je suis là. Moi je suis dinosaure. Moi toi tu es dinosaure dans le digital, moi je suis peut-être dinosaure dans l'âge. Exactement. Non mais on rigole, mais c'est vrai que quand même on avait qu'une... Bon, en tout cas je considère que c'est une super époque. Ouais. C'est vrai que la connexion Internet était hyper lente à l'époque, mais j'en garde beaucoup de beaux souvenirs et ça m'a permis de découvrir tout ça. Donc j'étais déjà passionnée par ça, pas de la technologie, par les films de science-fiction. Oui, d'accord. J'ai découvert à l'époque Star Wars, Stargate, c'était ma série préférée. Tout ce qui était un peu bizarre, bizarre, tu vois. La fille bizarre qui porte des lunettes, qui aime les choses futuristes. Je me voyais dans la Lune devenir astronaute. Bref, je pense que c'était tout ça, un combo en fait de tout ça, qui finalement m'a mené à Internet parce que à un moment, c'est tout nouveau. Tout à fait. Et je me dis, je vais me lancer dedans et en faire mon métier. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de community management. Il n'y avait pas de community manager en Côte d'Ivoire. Mon icône à l'époque, c'était un Français qui s'appelle Éric Dupin, qui avait créé le blog Presse Citron, qui est devenu un site web. C'était un blog sur la technologie, donc l'actualité technologique. Et ça m'a inspiré à créer l'Actu Web d'Edith, qui traitait de l'actualité web et technologique en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et j'ai aussi été inspirée par Israël Guébo, qui est aussi un web journaliste, il est plutôt web journaliste, pas blogueur.
et qui m'a beaucoup motivée, incitée à continuer l'écriture, parce qu'à un moment, je vais laisser tomber, à continuer l'écriture. Et voilà, donc tout ça mélangé m'a permis de me lancer dans ce domaine comme pionnière. Et j'ai pu vivre de ma passion, je vis de ma passion maintenant, on va dire. Et comment les choses ont beaucoup évolué depuis Oui. cette époque à maintenant? Comment tu vois cette évolution des choses? Je suis très contente. Je suis très contente de voir qu'il y a maintenant des formations Oui, en social media. absolument. Il y a des formations en marketing digital. Il y a des formations en JRI, donc les journalistes qui font en même temps et de la vidéo, et de l'audio, et du digital. Je suis contente de voir en fait que dans le parcours académique, en fait, Oui, ce que les écoles n'envisageaient même pas d'intégrer dans leur cursus, elles ont finalement fait. Et je pense que c'est ça qui leur apporte beaucoup plus d'argent maintenant, parce qu'il y a une demande importante des jeunes qui veulent se lancer dans ces carrières, parce qu'il y a un besoin des entreprises en fait à ce niveau. Donc je suis contente qu'il y ait beaucoup d'étudiants et de jeunes qui trouvent du travail grâce au digital, grâce à la communication digitale, puisque c'est dedans que j'évolue depuis une dizaine d'années. Je suis contente de voir également que des jeunes que j'ai formés à l'époque, alors que moi-même j'apprenais sur le tas, aujourd'hui ont créé leur propre agence, avec qui j'ai travaillé pendant 4-5 ans, que j'ai aussi formé, que j'ai coaché, ont créé leur propre agence. Je suis contente de voir également que la jeune génération a réussi à faire de ce talent-là, de cette appétence au digital, parce que nous, on est nés BBC, on est born before computer. tout à fait. On a découvert l'ordinateur après, Internet est venu après. Mais eux, ils sont nés avec ça directement en sortant du ventre de leur maman. Et donc, pour eux, c'est normal. Et je suis contente de voir que grâce au digital, grâce à la technologie, les jeunes Africains et les jeunes Ivoiriens ont la possibilité, depuis leur maison, de pouvoir travailler. Tout à fait. De faire du télétravail, que ce soit du télétravail, que ce soit du e-commerce, que ce soit même de la formation, faire de la formation à distance, suivre un cours du MIT gratuitement. Absolument. Depuis un site web, c'est possible de le faire. C'est possible d'apprendre. Je me rappelle, j'avais une petite émission sur YouTube qui s'appelait Divan numérique. Et je me rappelle, je recevais Alexandre Ranger. Et donc, il est dans le domaine de la nuit. Et il me racontait que lui ne connaissait rien, en fait, à la vente de poulets et tout ça. Et il a tout appris sur YouTube. Donc, aujourd'hui, on a cette possibilité-là, en étant jeune, d'avoir cette formation et de tout apprendre directement sur le digital. Et toi, pendant ce temps, j'imagine qu'à l'époque, tu disais qu'il n'y avait pas de formation, il n'y avait rien. Et est-ce qu'après ça, quand les formations ont commencé à sortir, tu t'es formée aussi? Oui, pendant même que j'étais embauchée, je travaillais comme digital manager et business developer chez People Input, qui était la première, non pas la première, la deuxième agence digitale à me faire travailler, à m'embaucher. Donc j'ai suivi des certifications en inbound marketing, en communication digitale. J'ai continué donc à me former malgré le fait que j'ai arrêté l'économie qui ne me passionnait pas du tout. Donc ce qui est intéressant avec le digital en fait, c'est que à tout moment on peut se former. À tout moment on peut ajouter un nouveau skill, une nouvelle compétence en fait. À tout moment c'est possible. Quand on a envie d'apprendre la blockchain, quand on a envie d'apprendre l'intelligence artificielle, quand on a envie d'apprendre l'e-commerce, comment ça fonctionne, à tout moment, il y a des formations en ligne qui sont disponibles, payantes ou gratuites, qui permettent de pouvoir à chaque fois augmenter ses compétences et les faire certifier. Le digital, c'est le futur. On sait qu'à partir de maintenant, et ça a déjà commencé depuis longtemps, on est déjà dedans, tous les métiers seront en fait, il y aura du digital dans tous les métiers. Comment justement sensibiliser les jeunes à cela? Je pense que les jeunes sont conscients. Les jeunes sont conscients de cela. Et de toute façon, ils n'ont pas le choix en fait. Ils n'ont pas le choix parce que tu vas même faire une demande d'emploi aujourd'hui. Le premier réflexe du recruteur,
c'est de regarder ton activité sur les Internet. réseaux sociaux, tout à Tu fait. sors de la salle, son premier réflexe, et même quand il te parle, son premier réflexe, fait. c'est de regarder ton activité sur Internet. Déjà de voir si tu as une activité numérique, mais une existence numérique déjà. Parce que au-delà de regarder tes réseaux sociaux, il veut voir si tu as produit du contenu. Et derrière, s'il voit que tu ne produis pas du contenu qui est peut-être en rapport avec ceux pour lesquels tu demandes du travail, il va se dire qu'il y a une dissonance, en fait. C'est pas cohérent. Et les jeunes, en fait, en tout cas, une partie des jeunes est consciente de ça. Mais c'est vrai qu'on voit plus l'aspect ludique des réseaux sociaux, qui prend beaucoup de temps. Absolument. Qui prend énormément de temps aux jeunes. Mais derrière, je veux leur faire comprendre que vous avez une mine d'or dans la main. Nous, pour faire des exposés, on allait à la bibliothèque. On n'avait pas Internet. Ne me rappelle pas cette époque. On allait à la bibliothèque pour s'asseoir, pour compulser des livres, lire. Bon, on a eu la chance de beaucoup lire. Mais on n'avait pas Internet pour dire Siri, c'est où la forêt amazonienne? Absolument. Ou bien chercher des définitions de mots sur le Larousse FR. Exactement. J'ai dit Larousse, bon, c'est pas grave. C'est ce qui, d'une certaine manière, peut-être que ça peut rendre pas paresseux. C'est comme si notre, on va dire, Internet est devenu notre cerveau par procuration. Absolument. En même temps, c'est un avantage, en même temps, c'est un désavantage. Mais ils doivent comprendre que cet outil-là, ce qu'ils ont dans la main, Internet, avec les téléphones, c'est tellement puissant, ça peut leur faire gagner du temps sur leurs cours, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, sur les cours donnés par l'école, le professeur. Souvent, on se dit, le savoir, c'est top-down. Mais avec Internet, c'est plus top-down. C'est plus top-down. Hein. Les élèves challengent les professeurs maintenant. Parce qu'ils ont lu des choses sur les réseaux sociaux. Donc, quand le prof dit quelque chose, ils te disent « Mais non, mais moi, j'ai lu que… » Exactement. Enfin, les réseaux sociaux sur Internet. Exactement. Et en plus, ce qu'on apprend à l'école, on peut le challenger. En plus, avec ce que dit le professeur, mais on peut le challenger avec plein de plateformes en ligne, comme Wikipédia, Investopedia, plein de plateformes en ligne pour pouvoir apprendre, en fait. Et ils doivent saisir cet avantage-là pour se former, pour renforcer leur culture générale. Et ça aussi, c'est dramatique. Le manque de culture générale, c'est important. Qu'importe qu'on soit web designer, qu'on soit dans la soudure, qu'on soit dans l'e-commerce, qu'on soit dans la santé, la culture générale avec Internet, c'est important parce que c'est un outil qui permet de renforcer sa culture générale. Donc, ils ont un outil puissant à la main. C'est bien pour se divertir. C'est important de décompresser, de rester en contact avec sa famille parce que le purpose numéro 1, le but numéro 1, c'était de rester en contact avec nos familles. Facebook, au début, oui, c'était ça. C'était que ça, d'ailleurs. Maintenant, on se clash beaucoup. C'est devenu un outil de bully, de harcèlement et tout ça. C'est horrible. Mais à la base, c'était le but premier. Tout à fait. Donc, pour ne pas vous faire dépasser, parce que dans le monde dans lequel on se trouve actuellement et le monde de demain, ça sera hyper concurrentiel. Hyper concurrentiel. Vous vous rendez compte que d'ici 10 ans, 20 ans, on sera à la 5G. J'ai envie de dire même 5 ans. Même. Voilà, déjà 5 ans. On sera à des vitesses de connexion encore plus rapides. L'information va aller encore plus rapidement. Quelque chose qui se passe à Dallas, en temps réel, on sait que ça se passe. Et nous, on le sait à Abidjan. Le gars qui est à Blocos, il le sait. Mais dans un environnement aussi concurrentiel, où on est dans la mondialisation, où un jeune de Kuala Lumpur peut venir bosser à Abidjan et trouver du travail, mais tu es obligé d'être compétitif. Oui, c'est ça. Mais tu as cet outil qui est là, qui est Internet. Donc, en tout cas, je les invite à garder ça à l'esprit. La distraction, oui, il y a un temps pour se distraire, mais il y a un temps pour capitaliser sur la puissance de l'Internet et, comme on dit, se créer une carrière, la carrière qu'on veut, tout simplement. Moi, je dis, il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. Non. Les jeunes, quand ils disent « je ne trouve pas du travail », je dis « c'est faux, tu crées ton propre travail ». C'est tout. C'est ce que j'ai fait. Oui, absolument, exactement. C'est ce que j'ai fait. À une époque, on me disait, certaines entreprises me disaient « mais pourquoi je vais vous payer ? On est en 2009, 2008. Pourquoi je vais vous payer pour gérer ma page Facebook ? C'est gratuit. Ça n'a aucun intérêt pour moi de vous payer. » Mais moi, je me projetais dans 10 ans. Je me disais que l'évolution, ça prend toujours un cycle de 10 ans. Dans 10 ans, les entreprises vont tenir nos discours. On aura une armée de social media managers, de community managers, de web designers. Tout ça, ça va changer. Et j'avais cette vision déjà, il y a 10 ans. Mais imaginez maintenant où on a des découvertes tous les jours. Où on est devenu des créateurs de contenu. Absolument. C'est que plus tu crées du contenu,
qui est innovant, tu sais, plus tu es en avant. On n'a pas le choix d'être compétitif. Ils n'ont pas le choix, les jeunes. je suis souvent même choquée quand je vais sur les réseaux sociaux et que je regarde des profils de certaines personnes. Je vois des gens au Nigeria, par exemple, qui ont 2 millions de followers. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Et je vois content creator. Je me dis, mais c'est devenu un travail qui Un paye. job à part entière qui Il y a paye. 5 ans, ça n'existait même pas, ce titre-là. À part entière. Parce que les plateformes se sont rendues compte que, en fait, nous, on vous prend vos données. Parce que Facebook, les GAFAM, Facebook, Twitter et tout, on travaille pour eux d'une certaine manière. On va dire, dans le web 2.0, on travaillait pour eux. Un peu comme des rats de laboratoire, on fait tourner le hamster fait tourner la roue, et puis eux, ils prennent nos données et puis gagnent du blé avec. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus le choix parce que les utilisateurs, avec le contenu qu'ils créent, ils veulent avoir de la valeur, ils veulent gagner en revenus. La pandémie même est venue nous recadrer encore plus en nous donnant une autre vision du monde du travail. Tout à fait. Tu peux être aligné avec ta passion. Si tu as envie de créer du contenu sur Internet et que ça te permet de gagner des revenus, mais tu y vas à fond. Quand tu vois des créateurs comme Karel VM et son mari qui créent du super contenu lifestyle, mais ils en vivent totalement. Et comme on dit, d'autres créateurs n'ont pas à rougir en fait, de ça. En fait. C'est devenu un métier à part entière. Et moi, à l'époque, il y avait des blogueuses d'Afrique de l'Est. On se retrouvait pour des conférences et tout, au Sénégal. Mais elles venaient avec leur photographe déjà. On était quoi? On était en 2014, 2015 avec leur photographe. Elles font du vlogging du départ de l'avion jusque dans l'avion à l'atterrissage, pendant tout le séjour et tout. Et moi, j'étais là, ouais, c'est un autre level. On était en 2014, c'est un autre level. Tout est surveillé, tout est vérifié avant d'être diffusé. C'était déjà un métier, un job, et elles en vivent pleinement. Et les jeunes, en fait, ils ont la possibilité de faire ça. Parce que derrière, tu peux générer du revenu par la plateforme elle-même, ou bien tu peux te faire payer par des marques si elles détectent que ton contenu est intéressant, que tu as une audience qui est intéressante. Et puis en plus, maintenant, il y a les nano-influenceurs. Tu n'as pas obligé d'avoir 2 millions ou 10 millions d'abonnés. Avec peut-être tes 2000, 3000 abonnés, si tu es dans un domaine assez spécifique et que c'est des abonnés qui sont qualitatifs, la marque, elle va bosser avec toi, en fait. Donc, tout est possible. Il suffit juste d'être vous-même, votre propre, je peux dire, directeur de communication. Oui, en fait, c'est ça. Ça dit, tu sais où tu vas, tu as ta vision. Je suis mon propre directeur de communication. Je sais l'image que je veux renvoyer, ce qu'on appelle le personal branding, l'image que je veux renvoyer, ma vision pour 10 ans, 20 ans, où je me vois, quel type de contenu je veux créer pour que les gens, quand ils pensent à mon nom, ils identifient mon nom à ce contenu. Ils identifient mon nom à un domaine d'activité bien précis, en fait. Donc, les jeunes, franchement, ne ratez pas ce train-là. On est rentré dans un cycle de 10 ans. On a démarré 2020. On va se retrouver en 2030. 2030, si vous avez raté ce train dans lequel nous sommes montés actuellement avec le Web 3, avec la blockchain, avec même les cryptos, ça va être super compliqué après. Parce qu'on est dans un domaine hyper compétitif. Tout à fait. Tout à fait. Et je dis ça à mes enfants tous les jours. Parce que quand je les retrouve en train de juste s'amuser sur les réseaux sociaux, je leur dis, vous savez, ça c'est un outil qu'on peut utiliser pour faire de l'argent. Bien sûr. Et bien bon, sûr, c'est bien pour nous, peut-être, par exemple, des plateformes comme TikTok, peut-être pour l'instant, qui ne payent pas forcément dans certains pays africains, mais ça va venir. Ça va venir. Donc, soit on crée du contenu, que ce soit ludique ou pas, mais on y va à fond et on en fait vraiment une activité à part entière. Soit on utilise le digital, si on est par exemple, je vais dire quoi, chirurgien et qu'on a des collègues qui sont au Japon, on peut travailler à distance avec eux grâce à la 5G, même des contenus créatifs. Mais maintenant même, je connais même des obstétriciens qui ont des pages Instagram, qui prennent des photos avec leurs nouveau-nés des mamans, avec leur autorisation bien sûr, et qui sont des stars sur Instagram. Mais en fait même, tu peux, il y a la télémédecine maintenant, où tu es à la maison et tu montres au médecin ton problème et il peut te diagnostiquer en ligne. En fait. On n'a plus besoin de te déplacer en fait. Donc c'est vraiment, ça rentre partout. Il y a un champ des possibles énorme pour les jeunes. Absolument. Parle-nous un peu de tes projets d'avenir. Tu as commencé une nouvelle émission et puis tu es aussi chroniqueuse sur Live TV. Je pense que je suis à la 3e étape de ma vie. En tout cas, c'est comme ça que je le vois.
La première étape, donc, c'était voilà, l'école, le lycée, l'université. Ensuite, je suis rentrée dans le monde actif, dans le digital, donc pendant une dizaine d'années à fond dans la com digitale. En même temps, j'ai travaillé pour des agences. En même temps, j'avais créé ma propre agence et tout. J'étais à fond, je m'épanouissais et tout. Et puis, à un moment, j'ai changé, tu vois. Et je suis revenue d'une certaine manière parce que maintenant, gérer des pages de réseaux sociaux, ça ne me dit plus rien. Franchement, ça ne me dit plus rien. Je pense que j'ai fait le tour. Et je suis revenue à mon premier amour parce que je te disais au départ que oui, tu parlais voilà, de je bossais en communication. stage voilà, dans la communication audiovisuelle parce que ma grande sœur, Anna Ballot, elle avait déjà une maison de production audiovisuelle en 2005. Et donc, j'ai commencé à faire des stages là-bas comme secrétaire de production audiovisuelle. J'étais également script. J'écrivais certains scénarios. Et voilà, je bossais avec tout ce qui était équipe technique et tout ça. J'ai même tourné dans certains épisodes de sa série On est où là. En tout cas, je me suis baignée directement dans la production audiovisuelle avant d'arriver, de connaître le digital. Et je pense que je suis à la troisième étape, donc actuellement, où je me suis finalement, par la force des choses, j'ai rien demandé, par la force des choses, je suis dans la communication, la production audiovisuelle finalement, la télé. Et je pense que j'avais ça en tête depuis un moment, mais je ne l'avais pas forcément exprimé. Donc c'est une aventure intéressante, parce que être derrière son ordinateur et être à la télé, c'est pas pareil, c'est deux choses différentes. Surtout en live, chaque soir. Surtout quand on est tellement introverti comme toi. Exactement. Non, je rigole, hein. Mais c'est vrai en plus, je veux dire, c'est comme si je sors de moi à chaque fois. C'est-à-dire, non, c'est vrai que c'est pas facile. Surtout si tu étais une geek. Exactement, tu vois. J'aime bien rester devant mon écran, tranquille et tout, à faire des choses et tout ça. Franchement, ça c'est mon kiff. Mais c'est intéressant parce que ça m'a permis en fait, surtout avec ce format d'émission où c'est sur l'actualité et tout, d'apprendre beaucoup plus sur mon pays, des choses que je ne savais pas. Et surtout d'être au fait de l'actualité, que ce soit sociale, politique et tout ça. Ça m'a permis de découvrir ça. Et bon, maintenant, en plus de chroniqueuse, il y a la radio. On m'a proposé, je n'ai jamais fait de radio. Au début, j'ai dit, mais la radio, vous êtes sûr? Je n'ai jamais fait de radio, je ne sais pas si ça va être intéressant et tout. Puis à un moment, je me suis dit, bon, ok, comme moi j'aime bien tester, on va tester. Ça me fera quelque chose de nouveau et surtout, je vais pouvoir satisfaire ma curiosité en fait. Et bon, comme là on ne voit pas aussi, l'un dans l'autre, c'est pas mal. C'est pas mal ce que j'allais dire. Donc vraiment, il y a moins de préparatifs. C'est ça. Il n'y a pas de préparatif et tout. Je viens, je mets le micro, ok, l'invité est là, Frédéric Leininger à côté, et puis on y va. Donc c'est une aventure sympathique. C'est une expérience très intéressante et très, très enrichissante. C'est un autre monde que je connaissais avant et que je redécouvre finalement. Et je pense que la quatrième étape, ça sera surtout de pouvoir investir dans des startups. Profiter en fait de ma notoriété. Je le fais déjà d'une certaine manière où j'aide, je coach des entrepreneurs qui me contactent, que ce soit Josiane Loba, ma Queen Rice qui est dans le riz, ou que ce soit des jeunes qui ont trouvé du travail dans des entreprises de la place et que j'essaie de coacher à grandir et qui me le rendent bien et tout. Mais aussi surtout des startups en fait, des pépites que je peux déceler en fait et que je peux aider à transformer en champions nationaux en fait. Parce que ça c'est mon rêve en fait, que de la Côte d'Ivoire on est ce qu'on appelle des licornes, comme on le voit aux États-Unis, des entreprises, des startups qui sont valorisées à des milliards, qui sont dans l'agro-industrie, qui sont dans tous les dépens de l'économie. Être en back-office. Si j'ai un peu d'argent, je les accompagne, je finance, je leur ouvre les portes et c'est tout ce que je veux faire après. Pouvoir donner un coup de main aux jeunes qui sont dans des projets qui sont bankable, qui ont un fort potentiel business, qu'on peut aider à faire grandir rapidement. Et puis après, on sort. Je fais mon cash. Je sors, je suis derrière, je peux accompagner. Et vraiment, ça, c'est vraiment la prochaine étape. J'aurais certainement fini la télé. Peut-être je ferai des podcasts. Voilà, oui, bon, ça, tu peux toujours faire à côté. Hein, voilà, un podcast tranquille. Toujours sur Twitter, parce que j'utilise beaucoup Twitter. J'apprécie vraiment plus Twitter, en fait.
Mais c'est sur ce que tu as commencé, grandi en fait aussi. Oui, c'est ça. Parce que même pendant la crise socio-politique, c'est là-bas que tout se cristallisait. Absolument. Et je pense que ma communauté la plus active, surtout les jeunes, on t'appelle la vieille mère, surtout ces jeunes-là qui sont sur Twitter, en fait, j'ai beaucoup d'interactions et c'est une véritable communauté en fait qui me soutient et à qui je veux rendre parce qu'ils ont beaucoup de potentiel. Donc vraiment cette quatrième étape-là, ça sera back office, accompagner, soutenir, aider, faire jouer mon réseau, ouvrir des portes et tout, financer et tout, et vraiment les voir évoluer parce que à un moment donné, c'était ça ma hantise. C'est la transmission en fait. Transmettre. C'est-à-dire, ok, par exemple, quand je quittais ma boîte, je dis, mais toi tu peux faire, tu peux le gérer et tout, vas-y. Tu peux te lancer dedans, tu peux être business développeur et tout, tu peux te lancer dans la création de ton agence digitale et tout, parce que tu as le potentiel en fait. Et je pense que c'est ce qu'on devrait faire pour tous ces jeunes qui sont derrière et tout, et pour lesquels on a envie de voir un pays avec une jeunesse déterminée, une jeunesse forte, qui croit en elle, qui a confiance en elle, et une jeunesse qui n'est pas complexée. Oui, surtout. Qui n'est pas complexée parce qu'on a tout ici. Oui, absolument. Ce pays est tellement riche que de ce pays-là, on peut avoir, mais on peut faire rayonner beaucoup de choses depuis ce pays en fait, et de faire réagir dans le monde entier. Donc, la prochaine étape, ça sera vraiment ça en fait. Merci beaucoup, Edith. Merci beaucoup, Tata. Merci. On passe au petit cadeau. Mais je ne m'attendais pas à ça. Et donc, puisque tu as dit qu'il y a tout en Côte d'Ivoire, donc on fait rayonner la Côte d'Ivoire en faisant la promotion des entrepreneurs. Cette dame, tu la connais. Parce que quand je lui ai dit qu'on allait offrir un cadeau à Edith, elle m'a dit, mais je connais Edith. Je lui ai dit, c'est parfait, donc tu sais quoi lui prendre. Ah, merci donc beaucoup. Voilà, donc ce sont des boucles d'oreilles pour toi. C'est ma très chère. Hein, tu peux regarder. Oui, hein. oui, c'est ma très chère copine. Oui, voilà, les perles d'Ayo. Voilà. Et j'avais eu un coup de cœur déjà pour ces bijoux. Franchement, merci beaucoup. Non, pas de souci. Donc elle t'offre. Voilà, tu vois, tu te retrouves avec une autre paire de. C'est quoi, c'est des boucles d'oreilles? Ouais, des boucles d'oreilles. Mais tu peux mettre, vas-y. Moi direct, je suis dans le magasin, quand l'habit me plaît, je le change en même temps. Je joue même pas. Mais pourquoi on veut garder des choses? On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Voilà. Alors, et ça, c'est un cadeau maintenant de. Je ne sais pas si tu connais. Canafrique. Mariama Camara. Elle fait des produits. Ok. Donc, attends, je te montre un peu. Ce sont des. Donc, elle a donné. Ça, c'est du beurre de karité. Oui, karité, mais ça, c'est passion. Fruit de la passion. Et ça doit sentir bon. Et en plus, tu sais, tu peux utiliser sur le bébé aussi. Ouais, mais on utilise du beurre de karité. Oui, mais là, en plus, c'est avec la passion. Oui, tu peux. Parce que tous ces produits sont naturels. Nickel. Donc là, par contre, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est un gommage moussant végétalien au thé bleu. Au thé bleu. Pour une bleue. Nice. Oui, pour une bleue. Mais je ne sais pas si elle savait le nom. Ah oui, maintenant Canafrique. Oui, et ça, c'est super parce que c'est de la crème de chébé. Tu connais? C'est pour les cheveux, crème de chébé. Chébé, je connais pas. C'est pour les cheveux naturels. Okay. Bon, en fait, moi, je sais, je pense c'est ingrédient beurre de karité, huile de coco, Nîmes. Et oui, je crois que c'est ce qu'on appelle Nîmes, là, carapate. Ok, donc. Bon, de toute façon, c'est pour les cheveux. Tu mets sur tes cheveux 2 à 3 fois par semaine et tu peux aussi mettre sur le. Très, très bon. Oui, donc en tout cas, l'huile de chébé est très recherchée. Ok, donc c'est un super produit. Tu vois, on apprend tous les jours. Mais je découvre en fait. Google. Je découvre. Ah, mais oui, je vais aller chercher les vertus. Voilà, exactement, de chébé, de la crème de chébé. Voilà. Ah, génial. Merci beaucoup. Donc, Canafrique et perles d'Ayo. Ouais. Et donc, pour finir, Co & Clo, c'est une paire de chaussures. Moi-même, je sors ça pour toi, pour t'offrir. Voilà. Joli. Ouh là là. Ce sont des sandales. Oh là là, merci beaucoup Afrique Femme. Oui, franchement, en fait, grâce à vous, c'est vrai que je connaissais les perles d'Ayo, mais là, je découvre Canafrique. Voilà. Et en plus, Co & Clo. Voilà. C'est magnifique, franchement. Elle fait des sandales et tout ça. Je vais sortir. Tu as aussi porté ça. Hein? Tu as déjà mis des boucles d'oreilles, tu vas mettre des sandales aussi. Faut pas que les gens pensent que je suis trop straight. Voilà, tu vois. Non, mais c'est joli. C'est très joli. Et en plus, c'est vrai que ça va même avec ce que tu portes. Oui, et c'est ça en fait le but. Et franchement, félicitations à vous. Merci. D'accompagner et de mettre en valeur ces créatrices locales qui font du bon boulot. Le rayonnement. C'est important. Et puis, pour faire leur promotion et surtout, comme j'ai dit, les mettre en valeur. C'est ça, exactement. C'est très important. Merci beaucoup. Merci, Edith. Merci beaucoup, Tata. Merci.
Merci à toutes et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Afrique Femme. Merci et à très bientôt.